Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Ce matin, je vous convie à une escapade gourmande et culturelle à Sierre. Je vous propose une expérience unique qui vous permettra d'explorer des lieux insolites tout en découvrant des anecdotes sur l'histoire de la Cité du Soleil. Le tout en dégustant des cépages emblématiques de cette magnifique région. Ce concept lancé par Sierre Tourisme répond à une demande croissante de visiteurs désireux de découvrir la ville de manière originale, accompagnés de guides expérimentés qui partageront avec vous des anecdotes et l'histoire de cette ville également appelée capitale du vin suisse. Au programme, justement, des dégustations de vins régionaux accompagnés de spécialités valaisannes, ainsi qu'un festin de raclette, car c'est incontournable en Valais, la raclette évidemment. Et pour mieux en parler que moi, je reçois ce matin David Cliva, directeur de l'Office du tourisme de Sierre. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là ce matin pour nous parler de ces escapades gourmandes. Ça va, j'ai pas dit de bêtises, tout ce que je viens de dire, c'est juste... Oui, non, c'est correct. On pourra reparler du guide expérimenté, mais... Voilà, guide expérimenté. Alors, justement, vous étiez en train de me dire hors antenne que vous faites notamment... Vous êtes un des guides finalement, parce que vous êtes plusieurs à l'Office du tourisme, et l'idée c'est d'aller faire partager aux visiteurs à votre façon cette belle ville de Sierre. Ouais, c'est juste, on était parti d'un constat où des fois ces visites guidées, enfin on voulait pas partir sur une visite guidée avec une date fixe par mois ou par semaine, et puis c'était parfois un peu difficile d'avoir des guides entre guillemets officiels, guides du patrimoine, et puis pour essayer d'être le plus agile possible, toute l'équipe de l'Office du tourisme est formée à ces visites, donc du coup, voilà, on peut pas toujours répondre à toutes les questions, mais par contre on parle avec notre expérience de la ville, avec nos propres anecdotes, notre vécu. Donc on a bien sûr une base de texte en fait qu'on explique aux personnes qui viennent, mais tout le reste c'est vraiment basé sur chaque guide. Donc vous pouvez faire la visite avec mes collègues ou avec moi ou n'importe qui travaille à l'Office du tourisme, puis il y aura une histoire un peu différente. C'est ce qui est assez chouette. Ça c'est bien. Ça rend la visite plus ludique, j'ai envie de dire, aussi. Oui, et puis ça permet une bonne interaction, et puis souvent on a aussi les personnes qui participent à la visite qui connaissent un petit peu, qui sont peut-être déjà venus en vacances dans la région, qui ont aussi leurs propres histoires sur la région, donc ça permet vraiment pas mal d'interactivité, puis c'est très bon enfant après. L'idée aussi c'était de pas faire une visite entre guillemets avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de donc voilà, c'est il y a tout cet aspect découverte du patrimoine de notre ville, de notre région. Et puis il y a bien sûr la dégustation de vin, le repas, effectivement, festin de raclette, vous avez bien dit, c'est dégustation de plusieurs fromages à raclette différents. Ouais, c'est clair que ça marche toujours bien. Ouais. Alors Sierre, c'est une ville qui regorge d'anecdotes. On a tendance des fois un petit peu à l'oublier. C'est souvent une ville qu'on traverse pour aller à la montagne, etc. Mais ça vaut la peine de s'arrêter un moment pour pouvoir découvrir cette belle région. Alors c'est la Cité du Soleil, on a dit. C'est aussi la capitale du vin suisse. Et alors pas que pour ça, mais pour plein d'autres raisons, c'est une ville qui mérite d'être visitée en long, en large, en travers, j'ai envie de dire. Ouais, alors effectivement, ce qu'on montre entre autres dans cette escapade gourmande, c'est l'histoire de la ville de Sierre qui est assez particulière. C'était pas une ville grande capitale régionale avec des remparts, avec une vieille ville médiévale, mais c'est une ville qui a été basée en fait sur la transhumance, qui est cette histoire du déplacement des populations de montagne au rythme des saisons. Donc ils descendaient en fait 2 fois par année pour s'occuper des vignes, tout simplement, et tout le village descendait. Ces villages du Val d'Anivier qu'on connaît maintenant, Grimens, Saint-Luc, Chandolin, ces stations qui sont connues maintenant. À l'époque, c'était vraiment des villages de paysans, et l'entier du village se déplaçait pour coloniser entre guillemets un quartier sierrois pour travailler la vigne. Donc 2 fois par année, ils descendaient, ensuite ils remontaient pendant l'été pour s'occuper du bétail. Donc il y a toute cette histoire qui est un peu formatrice de notre ville de Sierre, et puis qui donne aujourd'hui un cachet hyper sympa à cette ville, parce que il y a le centre-ville qu'on traverse des fois quand on sort du train pour aller prendre le funiculaire par exemple, mais on voit vraiment très peu de la ville parce qu'il y a toute une série de petits quartiers qui gravitent autour du centre-ville et qui sont en fait comme des petits villages où vous avez une douceur de vivre qui est assez unique, tout en étant
très très proche de tous les services qu'offre le centre-ville. Donc c'est vrai que c'est une ville c'est une petite pépite en fait à découvrir effectivement avant de repartir sur les stations par exemple. Bah, c'est justement ce que vous proposez de retrouver, c'est ces endroits un peu qu'on ne connaît pas, et c'est l'occasion jamais de passer un beau moment. En tous les cas, vous vous faites bien envie de venir découvrir. Puis il y a le vin. Et puis il y a le vin, évidemment, elle a des bonnes dégustations, des choses incroyables, parce que c'est une région qui est incroyable à ce niveau-là, évidemment. Ouais. Quand on fait le tour là, on a souvent des personnes qui nous disent mais c'est incroyable, vous avez vraiment les vignes qui arrivent jusque pile au centre-ville, donc on est très très proche. La vigne, elle fait partie intégrante de cet ADN de la ville de Sierre. On a vraiment une pléthore d'encaveurs, et puis nous en fait on fait tourner les différents encaveurs de notre région. Donc sur le tour, vous allez déguster 5 vins différents, avec toujours voilà exactement une petite explication, et puis c'est voilà, encore une fois, nous on travaille à l'Office du tourisme, on n'est pas œnologue. Par contre, on parle de ce produit aussi avec le cœur, et puis on laisse aussi la place après une dégustation. Les gens ensuite ont possibilité, parlent entre eux de ces vins. Donc ça fait vraiment cette histoire de vin, de produits du terroir. C'est clair que c'est pour des régions comme les nôtres, comme le centre du Valais, ça c'est très important. Et puis il faut dire que ça marche assez bien, quoi. Bon, la chance. On voit que vous aimez votre ville, en tous les cas. Et ça, c'est sûr, ça fait bien envie de venir la visiter. Ces visites s'adressent à qui? À tout le monde, finalement? C'est pas qu'aux Valaisans, hein, tout le monde peut venir. Non, vraiment, alors on a des groupes de Valaisans qui viennent le faire, des sorties d'entreprise. On le fait à partir de, des petits groupes jusqu'aux grands groupes où on s'adapte après avec plusieurs guides, avec des parcours différents. Donc, l'avantage de cette visite, c'est que grosso modo, si vous téléphonez, vous envoyez un mail 3 jours avant, en principe, y a quelqu'un de disponible. Alors voilà, c'est pas garanti à 100%, mais on a quasiment toujours quelqu'un qui est disponible pour faire la visite, donc on peut réagir assez vite. Et puis vraiment toutes les personnes qui sont intéressées par un peu de culture, un peu d'histoire, et puis un peu de bons produits du terroir, c'est assez parfait. Ça dure 2 heures et demie, 2 heures et demie sans le repas, et puis ensuite, un repas, on peut profiter, on prend le temps de manger. Une escapade qui fait du bien, c'est ça. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Donc vous nous conseillez effectivement de réserver un petit peu à l'avance, de s'organiser un petit peu à l'avance via le site de l'Office du tourisme ou par téléphone tout simplement. Hein. Oui, alors sur sierretourisme.ch, ou bien il y a toutes les coordonnées de contact, donc c'est très facile. Et puis je pense, on en a refusé, depuis qu'on a fait 3 ans qu'on fait ça, on en a refusé, je crois, une, donc on arrive quasiment toujours à trouver une solution au niveau des guides. Ouais. Et c'est toute l'année? C'est toute l'année. Alors après, c'est clair que nous, on a des très belles périodes qui sont printemps et automne. Évidemment. L'été, je vous cache pas qu'il fait des fois la visite de l'après-midi. On peut le faire aussi. On peut la faire en mangeant à midi ou en mangeant le soir. Hein, donc il y a 2 possibilités. Des fois, il fait quand même un petit peu chaud. Et puis en hiver, il fait vite nuit. Donc la visite du soir, elle est peut-être un tout petit peu moins intéressante que la visite de la fin de matinée. Mais fondamentalement, ça peut se faire pendant toute l'année, tous les jours de la semaine, en fait. C'est noté. Merci beaucoup, David Cliva. Donc, rendez-vous sur le site de l'Office du tourisme de Sierre, Sierre Tourisme, tout simplement. Renseignez-vous par téléphone et puis allez découvrir cette belle région, cette belle ville et allez déguster les bons produits régionaux, locaux. Dès le matin. En tout cas, merci, Monsieur Cliva, d'être venu ce matin. Alors, on vous souhaite une belle saison parce que là, c'est parti. Là, vous êtes en plein cœur de cette période où c'est hyper intéressant de venir. Ouais, c'est clair que, pendant l'hiver, on laisse peut-être un petit peu plus la place aux stations avec les gens qui vont skier, c'est assez logique et naturel. Maintenant, nous, on a un magnifique printemps, ça commence dès ce samedi avec le printemps du vin à Salguèche, qui est une super belle manifestation. Et après, c'est parti tout l'été avec Couleur Pavé, notre festival qu'on a pendant l'été. Il y a plein de possibilités. Puis l'automne, vraiment une magnifique saison chez nous avec les couleurs dans le vignoble, les caves, les dégustations et tout. C'est vrai que ça bouge. On se réjouit de cet été, de toute l'année qui vient. En tout cas, merci d'être venu nous en parler ce matin. Plein succès. Et puis, je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Donc, j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie. C'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme.
Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, je suis ravi d'accueillir une artiste, une humoriste et une maman qui jongle entre Genève et Paris. Et c'est une artiste dotée d'un humour incisif qui combine une présence remarquable, une aisance naturelle et des vannes audacieuses. Ses performances remarquées sur scène et à la radio, notamment sur France Inter, laissent une empreinte indélébile de ses passages du Caustic Comedy Club à Genève, ou Montreux Comédie Festival notamment. Mon invité apporte un souffle frais au paysage humoristique franco-roman. Sa capacité à délivrer des punchlines percutantes avec un naturel désarmant a été très appréciée, provoquant des éclats de rire assurés. Ce matin, je reçois Julie Conti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous ce matin. Pardonnez-moi, j'ai mon prompteur qui m'a fait quelques petites subtilités du lundi matin. Ça va, on remarque rien, c'est tôt aussi pour le prompteur. C'est aussi tôt pour le prompteur. Voilà. Merci d'être là en tous les cas. Comment ça va, Julie Conti? Bien, ça pique un peu, c'est tôt. Hein, c'est vrai. Ouais, non mais ça va. Et pourtant, le matin, vous avez l'habitude de vous lever pour faire des chroniques sur une autre radio, non? Oui, moi je fais pas le matin. Ah, c'est pas le matin? Enfin, c'est le matin, c'est le midi. Ah ouais, oui. Soit le midi, soit l'après-midi. Pour l'instant, je peux plus m'en tenir les matinales, on verra plus tard. Bon, bah alors, merci de vous être levé tôt pour nous ce matin et merci d'être là. Vous voyagez, comme je le disais, entre Genève et Paris. Vous avez un emploi du temps qui est millimétré, hein, très organisé. Hein. Bon, ça, de toute façon, quand on est parent et puis qu'on travaille et on est actif, on doit toujours jongler entre les deux. Ouais. Mais c'est vrai que je fais pas mal d'allers-retours. Ça, c'est depuis septembre, où j'ai commencé à être la radio France Inter à Paris. Et là, maintenant, un peu régulièrement aussi pour aller faire des plateaux à Paris. Et c'est une autre aventure, mais c'est cool aussi. Ouais, c'est une autre aventure. Comment ça se passe, justement, l'autre côté de la frontière pour vous? Plutôt bien. Ouais. J'ai de la chance parce que ça se passe assez naturellement. En fait, je suis assez portée par le fait d'avoir fait Montreux. Et ça ouvre des portes. C'est comme un peu le Stam qui dit validé par Montreux, puis ça me permet d'aller pouvoir faire des plateaux sur Paris. Et moi, je pousse pas beaucoup pour aller faire parce qu'il y a énormément de monde sur Paris d'humoristes. Et du coup, moi, je laisse plutôt ceux qui me contactent. Je vais sur les plateaux, mais je suis pas poussive pour aller en faire d'autres parce que c'est un univers qui est assez compétitif là-bas. C'est pas les bisounours de la scène romande de l'humour où c'est un petit peu plus facile parce qu'on est moins nombreux et moins nombreuses. D'accord. Alors quel regard ont finalement les Français ou les Parisiens sur l'humour suisse et sur ces Suisses qui cartonnent finalement en ce moment en France? Vous avez toute une série à... Il y a des grands noms, il y a des grands noms comme là en ce moment qui fait les gros cartons, il y a Alexandre Kominek et Yann Marguet, c'est devenu un peu des références aussi là-bas qui sont aussi à France Inter, ils sont très bons. Marina Rollman, ça reste, je veux dire, on parle des humoristes femmes, tout de suite les gens pensent à Marina Rollman sans même se dire si qu'elle est suisse ou française, mais c'est vrai que ça fait un peu, c'est la nouvelle scène comme les Belges aussi que les Français aiment bien voir et recevoir quoi. Pour vous, ça change quelque chose, finalement, la scène française, la scène parisienne et la scène genevoise ou romande? Oui, la scène romande, je suis à la maison, on se connaît tous, c'est un petit microcosme, donc c'est beaucoup plus facile. Puis, mais à Paris, je connais encore très peu de monde. Et puis, je me débrouille toute seule, donc je vais un peu à tâtons, quoi. Ouais. Le public est différent comment vous moi, j'ai été plutôt dans des plateaux assez... pas facile ou bienveillant parce qu'il y a certains plateaux qui sont connus pour être plus difficiles mais sinon non, j'ai l'impression que ça va. En fait, ils ont presque plus les codes à Paris. Les gens sont plus habitués à consommer du stand-up, donc ils connaissent mieux les trucs, ils se lâchent plus facilement pour rigoler et que je trouve que des fois en Suisse on est un petit peu plus timoré, c'est notre côté peut-être protestant ou je sais pas. En tout cas Genève. On est plus calviniste. Voilà, exactement. Et du coup on est plus discret sur le rire quoi. D'accord. Et comment est-ce que votre humour a changé en quelques mois? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a permis de voir les choses différemment? De quoi, mon humour? Votre écriture, disons, c'est surtout d'être prolifique à ce point-là, parce que là, ça me faisait, par exemple, en décembre, je devais écrire 3 chroniques par semaine, plus encore un autre truc pour la télé, tout ça et tout, donc ça me faisait beaucoup écrire, et du coup, il y a une certaine plus grande facilité, quoi. J'ai l'impression que plus on écrit, plus ça vient facilement. Je dis pas que facilement et qu'il y a tout qui est bon, mais en tout cas, c'est des techniques d'écriture, et là, maintenant, j'ai l'impression, je suis toujours avec mon cahier et la moindre chose qui se passe, je note, tiens, ça peut faire une chronique ou comme ça, dans le sens où je suis un peu toujours en train d'essayer de capter quelque chose pour avoir du matériel pour écrire, quoi. Vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe, donc ça veut dire qu'on doit écouter les infos, on doit lire beaucoup. C'est ça un petit peu votre quotidien, c'est ça? Et ça, et puis même, je trouve même les gens, je sais pas, des fois des conversations, et ça
peut me pourrir un peu la vie, donc je peux être au restaurant en train d'essayer d'écouter quelqu'un à côté qui dit un truc qui me fait marrer, et puis d'être en train de noter. Donc c'est plutôt en train de capter beaucoup. Mais vraiment beaucoup actualité non-stop, et puis aussi beaucoup de lecture, ouais. Vous me disiez, alors on parle beaucoup de la scène romande hein, qui fait parler d'elle en ce moment. On a des Suisses qui cartonnent aussi en France. Vous en faites partie, et tant mieux, et ça fait plaisir et ça fait du bien. Vous me disiez hors antenne qu'il y avait un bon état d'esprit entre vous. Vous êtes très bienveillant hein, finalement entre toute cette équipe. Il n'y a pas vraiment une concurrence par la force des choses, mais ça se passe bien. Oui, en tout cas en Romandie, moi je trouve que, c'est quelque chose que je ressens moi beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être avec des collègues. Et j'ai l'impression pas tellement une forme de compétition, plutôt j'ai l'impression qu'on essaie de se donner des coups de main. S'il y en a un qui voit un plan, il essaie de proposer à l'autre et tout. Donc je trouve ça plutôt cool. Et même je le vois quand certains humoristes français viennent jouer ici en Romandie, ils le disent aussi. Ils disent c'est vraiment sympa l'ambiance chez vous. Et c'est vraiment c'est une sorte de collaboration qu'on fait. Je trouve ça assez cool. Qu'est-ce que vous diriez à Marina Rollman si elle était en face de vous là? Et je la connais pas. C'est vrai? Non, moi j'ai commencé. Vous avez entendu parler d'elle? Ouais. Oui, bien sûr. Attends. Vous avez certainement envie de dire quelque chose quand même. Je sais pas, je la connais tellement pas. Disons que je connais tout ce qu'elle a fait. J'ai écouté toutes ses chroniques, vu son spectacle en live, en vidéo. Je la trouve assez incroyable. Ouais. Mais c'est peut-être merci d'avoir tracé la voie, quoi. Ah ouais. De nous avoir ouvert les portes. Elle a ouvert une porte, ouais. Je trouve pour les filles dans l'humour suisse, c'est vraiment, elle a fait quelque chose de fort. Avant elle, qui s'exportait, je crois que c'est la première femme vraiment, peut-être à part Marie-Thérèse Porchet. Oui. Mais oui, quand même. Mais à avoir ouvert les portes un peu pour qu'on puisse aller mettre un pied en dehors des frontières romandes, je crois qu'on lui doit quand même beaucoup. Oui, évidemment, c'est important. Que diriez-vous à Grégoire Führer, puisque vous avez passé quand même par le plateau du Montreux merci Comédie. du coup de pouce. Ouais. Vraiment. Ça a déclenché des trucs. Ouais, en fait, ils avaient fait un plateau découverte en extérieur, c'était il y a 2 ans, en mai, où ils avaient pris quelques humoristes romans, et puis donc il y a lui qui était là, le directeur artistique aussi de Montreux, Yann, et puis ils m'ont sélectionné sur un passage de 7 minutes, et ça m'a vraiment ouvert les portes, d'être diffusé sur Montreux, et que ça se passe bien, parce qu'après c'est qui tout double. Il y avait plein de gens qui m'avaient dit, mais ça fait pas longtemps que tu fais du stand-up, tu devrais pas aller à Montreux, c'est un peu tôt, et puis j'ai sauté le pas, et puis donc merci de cette vitrine, quoi. Moi ça m'a ouvert beaucoup de portes, quoi. Elle était avec nous vendredi dernier sur le plateau, Cynthia Cataneo, qui sera aussi sur scène à Genève au festival. Elle est le 26 avril, je crois. Voilà, exactement. Ouais. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous lui diriez ce matin? On va voir qui vend le plus de billets. Non, mais parce qu'on était un peu tous stressés avec le Festival Rire Genève. On a un peu peur. Bien parce sûr. Que c'est 2 semaines de spectacles. Et du coup, tous les jours, il y a des spectacles. On se dit, mais est-ce qu'on va réussir à remplir? C'est des grosses scènes, une belle salle. Et du coup, on se suit pas mal avec les équipes. Il y a d'autres jeunes voix encore. Il y a aussi Thibaut Agoston qui joue, Nadine Kane qui joue aussi son spectacle. Qui sont tous des spectacles de qualité. Et tous ceux qui sont là à Genève, ils méritent d'être là. Donc, on va bien rigoler. Ça va être sympa. Très bien. À Thomas Wiesel, qu'est-ce que vous lui diriez ce matin? Merci aussi, parce qu'il m'aide beaucoup. Ouais. Ouais, je travaille souvent mes textes avec lui. Par exemple, mon dernier Montreux, il a retravaillé avec moi. Quand j'ai des angoisses sur mes chroniques, je lui envoie, il me fait des retours. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi bienveillant. Vraiment une volonté de passer, de donner des coups de main. Il m'a proposé, j'ai fait des premières parties de lui devant des 1600 personnes. Il m'a beaucoup aidé. Bon, on lui fait un petit clin d'œil ce matin au passage. Voilà. Puis Thomas, je t'attends, hein, tu viens quand tu veux, je te rappelle. Et puis Ayal Marguet, qui est votre collègue finalement. Mais je le connais pas non plus. Mais vous croisez même pas dans les couloirs de France Inter. On n'est pas sur les mêmes horaires, j'ai jamais rencontré, même pas en Suisse et tout. Non, que j'ai croisé de Suisse à France Inter, c'est Alexandre Cominac, parce qu'on est sur la même émission, puis du coup on a fait plusieurs émissions ensemble. Qui vient bientôt d'ailleurs. C'est les émissions où j'ai le plus rigolé, parce que en fait c'est hyper important quand on est en plateau d'avoir des rires communicatifs, et en fait le rire d'Alexandre Cominac est juste magique. Moi je sors d'une chronique et il y a lui à côté, j'ai l'impression d'être un génie de l'humour tellement qu'il rigole fort et tout. Ok. J'adore faire les émissions avec lui. Et qu'est-ce que vous diriez à Julie Conti ce matin? Tu t'es bien débrouillée, ma grande. C'est vrai, il y a une grande fierté là. Ouais, quand même, je trouve qu'il faut quand même reconnaître. Moi-même, je me fais un petit. Non, mais parce que c'est arrivé par hasard. En fait, j'ai commencé le stand-up, j'étais enceinte de ma fille. C'est mon copain qui m'avait offert un stage et j'avais commencé comme ça par hasard à passer 35 ans. Non, passer 30 ans, je sais plus. Et tout est arrivé un peu petit à petit. Et donc, je penserais jamais que je pourrais en vivre. Donc, c'est cool, quoi. Faut profiter. Je veux lui dire. Et là, vous êtes heureuse. Et là, ça se passe bien. Ouais, c'est super. C'est une vie trépidante, par contre. Oui, alors ça bouge beaucoup. On n'a pas trop de... Et puis même en termes de charge mentale, parce que le fait de devoir écrire régulièrement pour les chroniques et tout, c'est que le week-end, on pense à sa chronique de la semaine et tout. Donc c'est intense, mais c'est de la bonne fatigue.
La bonne fatigue, c'est très bien. Ah ouais. Ça va donné de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et là, il y en a pas mal qui sont repassés sur le plateau. Je suis toujours avec Julie Conti en direct ce matin. Ça va toujours, Julie ? Oui, nickel, parfait. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, une date à retenir, c'est le 2 mai prochain. Hein. Voilà, 2 mai exactement. prochain à Genève. Tout le monde au Théâtre Pitof pour le Festival Rire Genève pour venir voir mon spectacle. Ouais, c'est important ce spectacle. Alors, il parle de quoi ? De plein de choses. Je suis quand même l'objet central. Ouais. Et c'est un peu les élucubrations... Ah, purée. Élucubration. Voilà, merci. Oui. D'une femme C'est moderne tôt, hein, 7h24, c'est tout. Ouais. qui a 2 enfants, le monde du travail, mon avis sur tout et sur les choses sur lesquelles on a envie de m'entendre et pas envie de m'entendre forcément. Et sans retenue. Très bien. Et on doit bien se marrer, évidemment. Ah bah c'est un peu le but, ouais. C'est un peu le but, effectivement. Assez révérencieux, je conseille pas en Ouais, dessous de 16 ans. Ok, Je d'accord. préfère pas, parce que des fois il y a des gens qui viennent avec des enfants jeunes et je crois qu'à partir de 16 ans, oui, il y a des choses qu'on peut comprendre et tout, mais en dessous de 16 ans, je recommande pas. Et quel regard vous avez sur ce qui est en train de vous arriver en ce moment ? Il y a une grande fierté, on l'a dit tout à l'heure. Ça cartonne, hein, vous êtes entre Genève et Paris, mais vous devez avoir de temps en temps un petit peu de recul. Comment, Des fois, comment vous vivez tout ça ? Des fois, j'arrive pas à y croire quand même. Enfin, il y a des choses qui arrivent, je dis, ah, mais profite, c'est dingue de pouvoir gagner sa vie en faisant ça. C'est quand même. Et enfin, une chance incroyable quand je vois déjà des gens qui galèrent ou qui ont des boulots difficiles et tout ça, et de pouvoir gagner sa vie en faisant ça, je me dis, donc j'en profite à tout moment. Puis des fois, je prends un peu de temps pour faire un pas en arrière et juste profiter, parce que des fois, on peut être pris dans le stress et tout. Je dis, non, mais attends, regarde ce que tu fais comme travail, c'est génial, profite, c'est cool, sois consciente, reconnais ta chance et tout, des choses comme ça un peu. Vous le disiez, hein, en filigrane, ça va super vite en fait. Ça c'est très très vite déclenché. Oui. Et ça justement aussi, il faut réussir de temps en temps un petit peu à c'est garder ça, les pieds et surtout sur terre, accepter qu'il y aura des paliers après, dans le sens où ça allait vite en évolution, puis pas du tout, il faut pas que je sois en attente de plus ou de choses comme ça, et donc là, juste profiter de ce que j'ai. Et ça, c'est un peu le truc sur lequel je fais attention pour me dire, c'est super, ça c'est bien, ce qui t'arrive, réalise à quel point t'as de la chance, parce qu'on a tendance à, mais tous, hein, j'ai l'impression pas que quand on est artiste ou des choses comme ça, mais aussi dans n'importe quel, de dire, ok, moi, j'ai vraiment de la chance de mon état, genre, ma famille va bien, j'ai un conjoint extraordinaire, des amis super, et j'ai un travail que j'adore, enfin, prendre un peu du temps pour réaliser tout ça, quoi. Bon, on vous souhaite que ça dure longtemps, Ouais. et continue à nous faire rire, ça fait du bien. C'est l'heure de la rafale des questions, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête, au On va taquet. dans tous les sens, hein, je vous dis que déjà, c'est pas inquiète. Non, ça va, Tout ça bien va. Allez, on joue le jeu, c'est parti, rien ne va plus. La rafale de questions. Quelle est la blague plate à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de rire ? Je crois qu'il y a des blagues de pipi caca de gamins qui me font quand même encore marrer. Ok. Préfériez-vous être riche ou célèbre ? Oh là là. Ah oui, ça c'est la question qui... Mais célèbre pourquoi ? Ça dépend. Si c'est parce que je suis devenue un serial killer, non, je préfère être riche, quoi. Non. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre pays, la Suisse ? Nos paysages. Regardez-vous de temps en temps les émissions de télé-réalité ? Non. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir ? Une machine pour pouvoir voyager comme je veux, où je veux, quand je veux. Que pensez-vous de ce que vous pourriez faire dans un an ? Dans un an ? Dans un an, vous ferez quoi ? Quoi, artistiquement ? Bah oui, par exemple. Allez, le rêve du rêve du rêve. Là, je suis en train d'essayer de travailler sur l'adaptation d'un scénario à partir d'un livre. Donc, d'avoir avancé sur la réalisation, ça. D'accord. Écrivez-vous dans le TGV lorsque vous êtes dans les trajets ? Oui. Est-ce une source d'inspiration pour vous ? D'écrire dans le TGV ? Ouais. Ouais, alors du coup, j'ai déjà fait des chroniques sur les enfants dans les trains et puis sur les gens qui téléphonent en disant ouais, je peux pas te parler tout de suite, j'ai pas le droit. Bah oui, bah raccroche alors. Oui. Bon, on est déjà arrivé au bout de la minute, hein, ça va très très vite. Est-ce que vous avez le temps d'avoir le temps de faire ce que vous voulez ? Non, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est vrai, hein ? Dans tout. le temps. J'ai l'impression. Et vous avez choisi une musique, La Colère, Tutti Quanti. Qu'est-ce qu'elle représente, cette chanson ? Pourquoi J'adore cette chanson, c'est une artiste genevoise que j'aime beaucoup. Et je trouve cette chanson hyper festive. Elle me rappelle l'été, je l'adore. Et La Colère, c'est une artiste que j'ai découvert maintenant il y a 4 ans. Elle est en train de préparer un nouvel album, elle est hyper brillante. Et on a beaucoup de très bons artistes musicaux en Suisse. Alors c'est pour ça que je voulais choisir aussi une artiste suisse, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui ne sont pas encore venues vous voir sur scène ? Oh, bah venez, on va bien se marrer, ça va être rigolo. Et des fois, il y a des mecs qui peuvent avoir peur. Ah, c'est une fille. Vraiment, j'ai un humour pour tout le monde, qui plaît à tout le monde. Et on apprend plein de choses, alors venez. Vous avez ce genre de remarques, c'est vrai ? Des fois ? Ouais, non, mais après, en fait, en vrai, des fois, ça peut faire un peu... Ouais. Il y a souvent cette appréhension, c'est une fille, elle fait un humour de fille, qu'on pense qu'il y a un humour féminin, ce qui n'est pas vrai, je pense. Ouais. Mais les gars sortent en général assez conquis du spectacle, donc vous pouvez venir tranquillement.
Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'était génial. Est-ce que vous reviendrez me voir? Oui, maintenant que je sais quel bus prendre et où le prendre, je serai à l'heure en plus, ça sera super. Sacré bus, décidément. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Julie Conti, aujourd'hui? Qu'il y ait beaucoup de monde le 2 mai au spectacle et que ça se passe bien, qu'on passe un bon moment tous ensemble. Le 2 mai, ça se passe au Théâtre Pitoef. Exactement. Soyez nombreux pour aller applaudir, apprécier Julie Conti sur scène. Et aller découvrir, il y a d'autres spectacles aussi super au Festival Rire Genève, donc il y a plein de mes collègues aussi qui sont là-bas, il faut aller. C'est noté, merci beaucoup. Merci. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci. Je vous dis à très bientôt sur M. On se revoit bientôt. À très bientôt. Balance ton sport, le MAG. Notre invitée ce matin a un parcours extraordinaire, fait de résilience et d'un courage à toute épreuve. À 6 ans, elle commence l'équitation et côtoie l'équipe nationale avec les juniors. Promise à un bel avenir, elle subit une lourde chute en 2008 qui la plonge un mois dans le coma. Elle sort partiellement tétraplégique, malvoyante, tout en ayant perdu ses capacités mentales. Mais forte d'une détermination exceptionnelle, elle se reconstruit auprès des chevaux et pratique le paradressage jusqu'à participer aux Jeux paralympiques en 2016. Plus tard, elle connaîtra le paraathlétisme puis le paracyclisme. C'est dans cette discipline qu'elle représentera la Suisse aux Jeux paralympiques de Paris l'été prochain. Elle est avec nous sur le plateau. Bonjour Céline Van-Til. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là. Merci d'être là pour nous parler de vous, de votre univers, de votre sport et de ces magnifiques projets qui se profilent notamment avec les JO. Exactement, ça va être full. C'est un parcours exceptionnel qu'on va prendre le temps de retracer ce matin. Mais d'abord, Céline Van-Til, si tout va bien, vous serez aux Jeux paralympiques de Paris en cyclisme cet été. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre programme sportif entre maintenant et septembre prochain à Paris ? Tout d'abord, j'ai encore beaucoup d'entraînement surtout, puis 2 étapes de la Coupe du Monde au mois de mai en Belgique et en Italie. Comme j'ai déjà eu la première étape en Australie et que j'ai gagné le classement général ces 2 dernières années, c'est clair que mon rêve c'est de le remporter pour la 3e année consécutive. Et ce sera magnifique et puis ce sera directement en tremplin jusqu'aux Jeux de Paris. Je serai le 19 juillet si je suis qualifiée. Magnifique, et je vais vous citer, vous avez dit à Paris, j'y vais pas pour me promener, ce sont vos mots, l'objectif ce sera la médaille d'or et rien d'autre à Paris ? Exactement. Après mon titre mondial au contre-la-montre à Glasgow l'été dernier, la médaille d'argent en course en ligne, bien entendu maintenant mes objectifs sont grands et c'est clair que j'ai jamais pu avoir ces ambitions-là dans les disciplines précédentes que j'ai pratiquées. Donc aujourd'hui c'est clair que je vais tout donner. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les différentes catégories paralympiques aux Jeux ? Vous serez sauf erreur en catégorie T2, vous roulerez en tricycle, mais il y a plein de différentes catégories, c'est ça ? Alors il y a plusieurs catégories, notamment en vélo traditionnel à 2 roues. Il existe effectivement les tricycles pour les cérébrolésés. Sur les 2 roues, c'est plutôt les personnes qui ont des amputations par exemple. Et puis les lésés médulaires, donc les paraplégiques entre autres, eux, ils sont en handbike. Vous avez remporté, vous l'avez dit, le classement général de 2 Coupes du Monde. À quoi ça ressemble les semaines de compétition, votre quotidien ? C'est quoi ? C'est des déplacements à droite à gauche sur différentes Coupes du Monde ? C'est combien de déplacements à l'année par exemple ? Oula, il y a effectivement un certain nombre de semaines dédiées aux compétitions et un certain nombre de semaines aussi dédiées au camp d'entraînement. Donc au total, je dirais, je voyage à peu près 4 mois par année si on cumulerait les semaines. Vous avez déjà connu les Jeux paralympiques, c'était en 2016 à Rio, on y reviendra, vous faisiez à l'époque du paradressage. Quel souvenir est-ce que vous gardez de l'ambiance un peu globale de ces Jeux paralympiques ? C'est un moment qui a quelle saveur dans une carrière ? Les JO, c'est le rêve de tout athlète. Donc, mon objectif, c'était de vivre pleinement cette expérience, d'être une éponge en quelque sorte qui absorbe le plus d'informations possible. Parce que j'étais certaine à l'époque que Rio ne serait pas mes derniers Jeux. Et les Jeux paralympiques, c'est l'occasion idéale de faire évoluer un peu les mentalités sur les parathlètes vers une sorte de normativité sportive positive. Est-ce que vous avez ressenti ça, l'élan qu'il y a, qui soit médiatique, qui soit populaire également, il est important pour les parathlètes ?
C'est clair qu'aujourd'hui, le sport paralympique, c'est du sport d'élite et c'est du haut niveau. Il y a beaucoup de compétitivité, c'est tout aussi difficile et c'est plus quelque chose qu'on fait juste à côté. Non, c'est vraiment du haut niveau et ça a le mérite d'avoir cette reconnaissance-là au même niveau, au même cadre, au même titre que le sport d'élite. Et fin septembre, après ces Jeux paralympiques, si tout va bien, encore une fois, vous allez défendre votre titre de championne du monde du contre-la-montre. Ce sera à domicile, en plus à Zurich. Est-ce que ça va être, vous vous projetez comment vers cet événement-là? Ça va être fou d'être chez soi pour défendre son titre. C'est clair que défendre un titre mondial à domicile, c'est quelque chose d'absolument unique et je vais saisir pleinement cette opportunité et puis j'espère défendre et représenter fièrement les couleurs de la Suisse. Et il y aura un objectif particulier sur ces mondiaux-là? Gagner. Et prendre Toujours. un maximum de plaisir lors de chaque étape, comme d'habitude. Et c'est une année donc particulièrement dense avec beaucoup d'événements. C'est costaud, ça change des années précédentes pour vous? Les dernières années étaient toutes quand même bien remplies parce que c'est seulement ma 3e saison de cyclisme après mes 2 premières disciplines. Et puis c'est vrai que cette année, elle est particulièrement longue vu qu'elle a commencé en janvier en Australie et qu'elle se terminera fin septembre à Zurich. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG avec Céline Van-Til qui est avec nous. Ça va toujours? Oui, très très bien. Merci d'être avec nous. On va parler de la trajectoire inspirante de notre invité de ce matin, mon cher Léo. Oui, Céline Van-Til, vous avez commencé votre carrière très jeune par l'équitation. Brillante cavalière, vous avez côtoyé l'équipe nationale suisse chez les juniors avant que tout bascule en 2008. Lors d'un accident à cheval pendant un stage en Allemagne, vous restez alors 1 mois dans le coma et sortez de cette période avec des troubles de l'équilibre, de la coordination et un handicap visuel. À ce moment-là, il faut réapprendre à manger, à marcher et à vivre presque tout simplement. Oui, il fallait réapprendre tous les gestes du quotidien. J'étais un légume après le coma. J'ai d'ailleurs pris 2 mois pour me réveiller, 2 mois d'état confusionnel où j'étais pas vraiment consciente. Je me rappelle d'ailleurs de rien. Puis à commencer un combat de tous les jours pour vraiment tout réapprendre depuis le départ. J'imagine que vos proches ont été d'un précieux soutien à ce moment-là. Les chevaux également, parlez-moi de ce soutien des chevaux et de leur rôle à ce moment-là. C'est grâce à ma maman que j'ai très vite pu remonter sur mon cheval. Il m'a beaucoup aidé. Non seulement c'est mon meilleur ami, c'est un très bon psychologue. Je peux tout lui dire, il va jamais me répondre. Il va toujours être heureux, donc me comprendre. Et c'est aussi un excellent médecin, un excellent physio, parce que c'est lui qui m'a aidé à remettre mon bassin en mouvement, par exemple. Et puis à chaque fois que j'étais sur son dos, c'était une thérapie au niveau de l'équilibre et de la coordination pour moi. En paradressage, vous participez à des championnats d'Europe, du monde jusqu'à votre rêve, les Jeux paralympiques de Rio en 2016. 8 ans après l'accident, c'est un chemin qui est fou parcouru en 8 ans entre l'accident et les Jeux paralympiques. Ouais, c'est sûr que c'est un grand chemin. En tant qu'enfant, je rêvais des Jeux Olympiques et j'ai jamais lâché ce rêve. Je savais que les Jeux Paralympiques existent, donc pour moi c'était clair que j'allais les viser et y aller un jour. Et petit à petit, c'était un long chemin. J'ai dû surmonter plein d'obstacles pour en arriver jusque-là. J'ai fait des championnats d'Europe, des mondiaux et finalement la cerise sur le gâteau, mon rêve d'enfant s'est réalisé. Et puis pour continuer, je me suis réinventée en athlétisme. J'ai toujours su faire les bons choix face à des situations compliquées pour des raisons de santé notamment. J'avais décidé d'arrêter l'athlétisme et puis finalement ma retraite sportive n'aura duré que 6 mois avant de commencer le cyclisme. On va y revenir, mais d'abord, comment est-ce que vous trouvez cette force à chaque fois pour rebondir, pour aller de l'avant, pour faire ce chemin-là de la plus terrible des difficultés jusqu'au jeu, votre rêve? Vous savez, quand on est confronté à un obstacle, on a toujours le choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et là, c'est nous qui décidons. On croit souvent que c'est une fatalité, qu'on n'a pas le choix et on se laisse traîner dans un sens ou l'autre. Mais finalement, on peut prendre son destin en main et prendre la bonne décision. Comme pour moi, c'était celle toujours de rebondir et parfois de prendre des sages décision pour continuer à avancer. Qu'est-ce que vous a apporté l'athlétisme après le paradressage? L'athlétisme m'a beaucoup renforcée. C'était un vrai défi, comme je ne savais pas
pas courir après mon accident et puis je l'avais jamais réappris quand j'en ai jamais eu le besoin. Et puis justement, j'ai appris plein de nouvelles choses. Je me suis renforcée, même sans le savoir à l'époque. Finalement, l'athlétisme m'a préparée à ma future carrière de cycliste. Et avant de parler de cette carrière de cycliste, vous aviez l'objectif d'aller aux Jeux paralympiques de Tokyo. Ouais. Vous avez été contrainte d'arrêter cette discipline peu avant en raison de soucis de santé, c'est ça ? Oui, exactement. À cause de mon handicap, qui a des troubles de l'équilibre et de la coordination, mes jambes n'ont tout simplement pas suivi. Et quand on court le 100 mètres en 15 secondes, j'étais super fière d'être parvenue à ça. Il y a aussi des risques. Le moindre mouvement parasite peut entraîner une chute. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis tombée sur la tête plusieurs fois. Mais la dernière, elle m'a quand même causé 4 mois de vertige et de maux de tête importants. Et vous vous êtes encore relevé jusqu'au cyclisme. Qu'est-ce que vous apporte cette discipline-là de nouveau par rapport aux autres ? Au début, j'ai donc repris le sport simplement pour le plaisir. J'ai fait un triathlon et justement, j'ai cherché un vélo pour pédaler un petit peu plus longtemps. Et puis là, j'ai approché la fédération. L'entraîneur national de paracyclisme m'a proposé d'essayer un vélo à 3 roues et puis j'ai été au vélodrome de Granges d'abord faire du tandem, après j'ai essayé ce vélo là et j'étais tout de suite épanouie et j'ai ressenti une grande sensation de liberté parce que j'ai pas de permis de conduire et à vélo je suis libre et certes en tricycle ça limite aussi les risques d'accident et de chute au niveau de mes lésions cérébrales, de l'équilibre et de la coordination. L'équitation, le paradressage, le paraathlétisme, le paracyclisme, est-ce que vous avez envie d'autres disciplines à l'avenir ou il y a un moment où on va s'arrêter quand même ? Vous savez, j'ai fait un petit peu de ski et puis apparemment c'est une discipline dans laquelle j'aimerais montrer un petit peu l'hiver prochain parce qu'il y a les Jeux militaires l'année prochaine et vu que je suis soldat sport, maintenant que j'ai fait l'école de recrue à Macolin l'hiver dernier, je le ferai, mais probablement juste le temps d'une saison. C'est incroyable, vous n'arrêtez jamais en fait. C'est dingue, la force, force mentale et physique, c'est extraordinaire quand même. Vous êtes un exemple. Merci, mais vous savez, j'aurais bien assez de temps pour me reposer un jour, donc j'aimerais vivre à 300% maintenant et profiter de la vie. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec notre invitée ce matin, Céline Ventil. Oui, Céline Ventil, dans la vie, votre devise, c'est « tout est possible ». C'est parfois une expression un peu galvaudée qu'on utilise un peu trop souvent, mais votre parcours exceptionnel est un exemple de dépassement de soi. Est-ce que inspirer des gens, c'est une quête dans votre quotidien ? Oui, c'est sûr, c'est ma mission dans la vie, vu que ma passion c'est de pouvoir aider les gens. Les moyens que je mets en œuvre, c'est tant l'écriture de mes livres, les conférences que je donne, mon implication pour le sport ou pour le handicap à travers des associations ou encore mon activité de députée au Grand Conseil de Genève. Et à travers toutes ces activités, si on devait retenir qu'un seul message, ce serait lequel ? C'est quoi le plus important ? Tout est possible. Bien sûr. Vous venez de publier un livre, Handicap, une vie de tous les jours aux éditions Slatkin. Votre co-auteur, on a une petite surprise pour vous, puisque votre co-auteur Zahi Haddad a une petite question. On l'écoute, il vous la pose. Salut Céline, cela fait quelques années maintenant que nous nous connaissons. Nous nous côtoyons, que nous discutons à chaque fois de sujets absolument passionnants, comme la société qui va dans tous les sens, la politique, la situation des personnes en situation de handicap, tout récemment dans notre livre. Nous parlons aussi beaucoup de sport et de mental. Ton mental est quelque chose d'absolument fondamental, j'imagine, dans tous les projets que tu portes au quotidien. J'aimerais savoir comment tu gères ça par rapport aux peurs que tu peux avoir en toi et que nous avons tous finalement et qui nous font vivre à chacun des hauts et des bas continuellement. Voilà, merci beaucoup Céline, à bientôt. Question complexe mais en même temps universelle, comment on affronte les peurs au quotidien ? Tout d'abord, c'est une vraie surprise, je pensais pas l'entendre.
Ouais. Et puis après, la peur, tout d'abord, c'est une émotion tout à fait normale et qui est même utile parce qu'elle nous aide aussi à ne pas aller trop loin, à ne pas dépasser les limites. Souvent dans mon cas, voilà, comme j'ai toujours tendance à essayer de repousser les limites, et d'ailleurs c'est ce qu'on recherche en sport. Et pour d'autres personnes, c'est la peur justement qui impose des limites très vite. Et en fait, la peur, c'est une émotion tout à fait normale qu'il faut justement apprendre à gérer le mieux possible. Concrètement, il faut pouvoir prendre un peu de hauteur, poser les choses à plat. Et souvent, on voit que nos peurs sont basées sur la psychologie, sur des pensées souvent automatiques. Donc, quand un événement se passe, dans notre petite tête, beaucoup de pensées s'enchaînent à la suite. Et souvent, on n'en a même pas conscience, mais elles peuvent nous imposer des vraies limites. Et parfois, il faut juste pouvoir se dire aussi, oui, mais il peut arriver plusieurs choses. Il y a plusieurs options. Est-ce que vous avez des peurs dans votre quotidien actuellement ? Je dirais que c'est normal. Tout le monde a des peurs et tout le monde doit les affronter. Je veux dire, moi aussi, que dès que je sors de chez moi, j'ai bien entendu, j'ai peur de pouvoir louper une marche à l'extérieur et de tomber. Mmh. Vous êtes député au Grand Conseil à Genève. Votre rôle à ce moment-là, c'est également de faire évoluer le regard sur les personnes en situation de handicap ? Bien entendu, la source de mon engagement, c'est le handicap, c'est le sport aussi. Et oui, bien entendu, j'aimerais faire évoluer les mentalités. Ça d'ailleurs, je le fais en tant que militante à travers des associations depuis bien longtemps. Et puis après, c'est surtout à travers mon rôle de députée au Grand Conseil, de pouvoir rendre les conditions plus faciles aux personnes en situation de handicap et pour qu'elles puissent vivre comme tout un chacun avec les mêmes droits et devoirs. Et est-ce qu'à travers vos performances sportives également, vous avez l'impression de changer le regard, vous avez l'impression que ça bouge ? Bien entendu, le sport est un excellent moyen de montrer que tout est possible, mais que ce soit pour des personnes totalement entre guillemets valides ou des personnes avec un handicap. Tout le monde doit pouvoir exploiter son plein potentiel et finalement être heureux. Et est-ce que dans cette voie-là, les Jeux paralympiques ils jouent un rôle important dans la visibilité qu'ils donnent aux parathlètes ? C'est clair que les Jeux sont un moyen de communiquer des messages importants. Et justement, pour moi, ce serait vraiment de justement faire parler du handicap et dire justement que oui, handicap ou non, tout le monde a plein de capacités, a plein de qualités. Balance ton sport, le MAG. Avec notre invitée ce matin, Céline Van Til. Oui, et Céline Van Til, on va désormais vous découvrir au-delà du sport et de vos sports même, tellement il y en a. D'abord, comment est-ce que vous faites pour trouver de l'énergie, pour écrire des livres, donner des conférences, assumer votre rôle de député également, votre carrière de paracycliste ? Est-ce que vous avez du temps pour faire autre chose aussi sur votre temps libre ? Vous avez du temps libre ? Ça existe dans votre quotidien ? Alors pour moi, le temps libre, c'est tout simplement faire ma passion ou mes passions, c'est aider les autres. Bien entendu, je vois mes amis aussi et j'en suis ravie. Parfois, j'ai pas beaucoup de temps, par exemple lors des compétitions, mais j'essaye toujours de me rattraper tout ou tard parce qu'on en a besoin pour l'équilibre de vie et ça, c'est essentiel. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé en amont votre chanson favorite et vous avez choisi Le Coach de Soprano. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que c'est une musique qui me motive beaucoup, que j'ai écoutée juste avant certaines courses et que j'écoute toujours aussi lors des moments difficiles, lors des intervalles, lors des intensités que je dois faire à vélo. Et puis par exemple quand je parle de moments difficiles, par exemple aussi à la fin d'une marche, je me suis un peu rappelé cette même mentalité, puis j'étais vraiment dans ce même état d'esprit encore en terminant ma marche de 50 km hier. Et au matin des Jeux paralympiques, il est possible qu'il y ait Soprano dans vos oreilles alors ?
c'est même certain. C'est même certain. Merci Céline Ventil. On va terminer avec une tradition qu'on a ici, la rafale des questions. Nous allons avoir 1 minute précise. Mes questions seront assez courtes. Je vous demande des réponses à peu près courtes. Tout va bien se passer. Est-ce que vous êtes prête ? On va dire que peut-être. À vos marques, prêt, top, c'est parti. La rafale de questions. Un mot pour qualifier votre état d'esprit à moins de 5 mois des Jeux paralympiques. Tout est possible. Un endroit en Suisse où vous vous sentez particulièrement bien. Genève. Un mot pour qualifier l'ambiance aux Jeux paralympiques de Rio. Une expérience extraordinaire, une ambiance de folie. Ça fait quoi de rouler avec le maillot de championne du monde ? Waouh. Une passion en dehors du sport. Écrire. Votre plus grand plaisir quand vous faites une sortie à vélo. Votre plus grande passion quand vous sortez à vélo. La sensation de liberté. Un point commun entre la politique et le cyclisme. La passion. Vous voyez faire quoi dans 10 ans ? Ouh là là, ça fait très très loin. Honnêtement, j'ai pas encore de plan jusqu'à là. Une qualité humaine importante à vos yeux. La compassion. Vous avez des idées de défis, pas forcément sportifs, dans les prochaines années ? Peut-être. Et pour finir, est-ce que vous avez un rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Ah, il y en a peut-être tout plein, mais ils sont à venir. Magnifique, merci beaucoup Céline Ventil d'avoir raconté votre parcours ce matin. Votre livre Handicap, une vie de tous les jours, écrit avec Zahi Haddad, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et on vous suivra de près aux Jeux paralympiques de Paris début septembre, et bon vent d'ici là. Ouais, merci beaucoup. Merci Céline Ventil. Merci.